Imaginez une petite fille de 4 ans, bravant seule les rues animées de Paris, un dossier trop grand serré contre sa poitrine, déterminée à sauver l'avenir de sa maman malade. Ce qu'elle a fait ensuite a bouleversé un PDG millionnaire et pourrait changer votre façon de voir le courage et l'amour. Plongez dans cette histoire émouvante d'une fillette qui a défié le monde pour sa mère. Lisez jusqu'au bout et rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres récits qui réchauffent le cœur. À Paris, dans une chambre d'hôpital au mur d'un blanc éclatant, Sophie Martin reposait, épuisée, sur un lit étroit. Une fièvre tenace la faisait frissonner. Son souffle était court, saccadé, comme si l'air refusait de remplir ses poumons. Ses mains, pâles et tremblantes, serraient un vieux téléphone à clapet contre son oreille. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je veux vraiment venir à l'entretien. J'ai tout préparé mais je suis à l'hôpital. Je ne peux pas. » À l'autre bout du fil, une voix sèche, presque mécanique, l'interrompit. « Pas de report possible, madame. Si vous n'êtes pas là à l'heure prévue, votre candidature sera annulée. Merci. » Clic. La ligne se coupa, laissant un silence lourd dans la pièce. Sophie fixa le plafond, où une fissure en forme d'étoile semblait la narguer. Les larmes brouillèrent sa vision, non pas à cause de la fièvre, mais d'un désespoir qui pesait sur son cœur comme une pierre. À côté d'elle, sur une chaise roulante, reposait son sac en cuir usé, râpé au coin, qu'elle serrait toujours comme une bouée de sauvetage. Dedans, soigneusement rangé, se trouvait son CV, tapé avec soin sur un vieil ordinateur d'occasion la veille au soir. Une pochette transparente le protégeait, ornée d'une petite note manuscrite en haut, d'une écriture appliquée. C'est le début d'un avenir meilleur. Elle murmura, à peine audible. « S'il vous plaît, ne me prenez pas cette chance. Ma fille, Élise, mérite mieux que ça. » Dans un coin de la chambre, près d'une fenêtre au store jauni, sa fille, Élise, âgée de 4 ans, était assise sur une chaise en plastique bleu, bien trop grande pour elle. Ses cheveux dorés, légèrement emmêlés, scintillaient sous la lumière pâle du matin parisien. Ses yeux bleus, grands comme des lacs, observaient sa mère avec une intensité qui dépassait son jeune âge. Élise voyait tout. Les nuits où Sophie rentrait du café de la rue Saint-Denis, les pieds douloureux, le visage marqué par la fatigue, pour lui chanter une berceuse. Les fois où elle réparait leur vieux grille-pain avec du ruban adhésif et une cuillère tordue. Les soirs où elle prétendait ne pas avoir faim, pour qu'Élise puisse avoir une deuxième portion de pâtes. Et maintenant, elle voyait les larmes de sa mère couler en silence. Quand Sophie s'endormit enfin, terrassée par les médicaments et la fièvre, Élise se leva doucement. Elle grimpa sur la chaise, tendit une main minuscule pour écarter une mèche de cheveux collée au front moite de sa maman, puis redescendit sans un bruit. Avec précaution, elle ouvrit le sac, attrapa la pochette contenant le CV et enfila sa robe rose préférée, ornée de petits nœuds blancs sur les manches. Ses chaussettes blanches, un peu usées, dépassaient de ses chaussures noires vernies, et une barrette rouge retenait une mèche rebelle. Tenant le dossier trop grand pour elle, elle sortit de la chambre sur la pointe des pieds, passant devant les infirmières occupées, les patients au regard fatigué, et la machine à café en panne dans le couloir. Personne ne remarqua la petite silhouette qui s'échappait. Dehors, le vent frais de Paris soufflait sur la place de la République, où les pigeons s'éparpillaient sous les pas des passants pressés. Élise avançait, déterminée, ses petites jambes la portant avec une assurance surprenante. Elle connaissait le chemin. Elle avait vu la brochure sur le frigo, celle avec la photo d'un immeuble brillant, collée à côté d'un dessin qu'elle avait fait d'un arc-en-ciel. La ville bruissait autour d'elle. Klaxon, rire, bruit de pas précipités, mais Élise ne fléchissait pas. Elle traversa les passages piétons, attendant sagement les feux, et monta dans le bus 38, celui qu'elle avait entendu sa mère mentionner. Serrant le dossier contre sa poitrine comme un trésor, elle s'assit près d'une fenêtre, ignorant les regards curieux des autres passagers. 40 minutes plus tard, Élise se tenait devant un immeuble de verre scintillant dans le quartier des affaires de la Défense. Les lettres dorées sur la façade annonçaient « Moreau et compagnie, solution globale ». Le bâtiment semblait toucher le ciel, ses reflets captant les nuages matinaux. Élise prit une grande inspiration, ajusta sa robe, et poussa la lourde porte vitrée avec toute sa force. Dans le hall, l'agitation matinale battait son plein. Les talons claquaient sur le sol de marbre blanc, les téléphones sonnaient doucement, et les portes des ascenseurs s'ouvraient dans un chuintement discret. Derrière le comptoir d'accueil, Camille, la réceptionniste, une jeune femme aux lunettes élégantes et au chignon impeccable, feuilletait son planning.
une petite ombre attira son regard. Elle baissa les yeux et vit Élise, à peine plus haute que le comptoir, tenant un dossier presque aussi grand qu'elle. Sa robe rose contrastait avec le décor moderne, et ses yeux bleus brillaient d'une détermination presque comique. « Bonjour », dit Élise d'une voix claire. « Je viens pour l'entretien d'embauche. » Camille cligna des yeux, interloquée. « L'entretien ?» répéta-t-elle, pensant à une erreur. Élise hocha la tête, levant le dossier plus haut. « C'est pour ma maman. Elle est très forte, mais elle est malade aujourd'hui. Alors je suis venu à sa place. » Autour d'elle, quelques employés ralentirent, jetant des regards curieux. Un homme en costume s'arrêta même, un café à la main, intrigué par la scène. Camille vérifia sa liste. Sophie Martin, 9 heures, dernière candidate. Elle hésita, puis murmura dans son oreillette. « Marc, dis à Monsieur Moreau de descendre. C'est important. » Au dernier étage, dans un bureau vitré offrant une vue panoramique sur la tour Eiffel et les toits de Paris, Fabrice Moreau, 32 ans, PDG de l'entreprise, était assis à son bureau en acajou. Son costume bleu marine, taillé sur mesure, soulignait son allure imposante. Brillant mais distant, il avait bâti Moreau et compagnie de zéro, transformant une petite start-up en un géant mondial. Son succès était légendaire, tout comme son caractère froid, presque mécanique, en affaires. Les journées d'entretien l'ennuyaient. Il les voyait comme une formalité, souvent décevante. Quand son assistant, Marc, entra avec un sourire inhabituel, Fabrice haussa un sourcil. « C'est spécial, » dit Marc. « Descends voir. » Dans le hall, Fabrice sortit de l'ascenseur et s'arrêta net. Devant lui, une fillette en robe rose se tenait au centre, comme si elle était chez elle. « Élise ?» demanda-t-il, perplexe. Elle leva les yeux, rayonnante. « Vous êtes le patron ?» Fabrice hocha la tête, déconcerté. « Je suis là pour montrer le dossier de ma maman, » dit-elle en lui tendant le CV légèrement froissé au coin. « Elle veut vraiment ce travail et je pense qu'elle le mérite. » Le hall devint silencieux, les employés retenant leur souffle. Fabrice prit le dossier et un sourire rare et discret apparut sur son visage. « Annulez mes rendez-vous pour 15 minutes, » dit-il à Camille, qui cligna des yeux, surprise. Dans une salle de réunion au mur de verre, Fabrice tira une chaise rembourrée pour Élise. Elle grimpa avec agilité, ses petites jambes pendant au-dessus du sol, et posa ses mains sur la table en bois poli. Fabrice s'assit en face, ouvrit le dossier et parcourut le CV tout en jetant des regards à la fillette. « Alors, Élise, » dit-il, adoucissant sa voix, « pourquoi ta maman veut travailler ici ?» Élise se pencha légèrement, sérieuse. « Maman travaille tout le temps, » répondit-elle. « Elle nettoie des maisons, sert au café rue Saint-Denis, livre des repas en vélo sous la pluie. Elle ne s'achète jamais rien, même quand ses chaussures ont des trous. Elle veut un travail où elle peut utiliser sa tête. » Fabrice l'écouta, immobile, ses doigts posés sur le dossier. « Elle a fait des études, » ajouta Élise, « mais elle a arrêté à cause de moi. Elle était à l'université, elle adorait apprendre, mais elle m'a eu, alors elle a tout arrêté. » Fabrice sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. « Et toi, pourquoi es-tu venu aujourd'hui ?» demanda-t-il. Élise sourit, ses yeux pétillants. Maman était triste, après avoir raccroché le téléphone. Elle a dit qu'elle voulait une vie meilleure pour moi. Alors, je suis venu aider. Fabrice ferma le dossier lentement, touché par la sincérité de la fillette. « Tu sais, Élise, j'ai vu beaucoup de gens dans cette salle, mais personne n'a parlé comme toi. Je crois que ta maman est exactement ce qu'il nous faut. » Élise rayonna, ses joues rosissant. « Et, » ajouta-t-il avec un clin d'œil, « je connais un glacier près d'ici, place du Trocadéro, qui fait les meilleures glaces à la vanille. » Élise rit. « Maman adorerait. » Plus tard, Fabrice donna des instructions à Camille. « Envoie un bouquet de fleurs à l'hôpital Saint-Louis, chambre 312, pour Sophie Martin. Ajoute un petit cadeau pour une fillette, un livre de coloriage peut-être. » Il dicta un mot. « À la femme la plus forte que je n'ai pas encore rencontrée. » Quand Sophie découvrit les fleurs, des pivoines roses et blanches, et le mot, elle resta figée, incrédule.
Élise, blottie contre elle, raconta son aventure avec fierté. Sophie, le cœur serré, appela Moreau et compagnie. « Je suis désolée, dit-elle à Camille. Ma fille n'a que 4 ans. Elle n'aurait pas dû. » Camille l'interrompit avec un rire doux. « Pas d'inquiétude, Madame Martin. Votre fille est la personne la plus courageuse qu'on ait vue ici. Monsieur Moreau veut vous rencontrer dès que vous irez mieux. » Cet après-midi-là, Sophie, encore faible, descendit d'un taxi devant l'immeuble de la Défense. Elle portait une blouse bleu marine et une jupe simple, ses cheveux blonds attachés en un chignon soigné. Ses joues étaient encore rosées par la fièvre, mais elle redressa les épaules, déterminée. Dans le hall, Camille l'accueillit comme une amie. « Monsieur Moreau vous attend. » Dans son bureau, Fabrice se leva, un sourire sincère aux lèvres. « Pas besoin de s'excuser pour Élise, » dit-il. « Elle m'a donné la présentation la plus mémorable de ma carrière. Il lui offrit un poste d'assistante de projet, un vrai contrat, pas une période d'essai. » Sophie, les larmes aux yeux, sentit l'espoir renaître comme une flamme. Les mois suivants, Sophie s'épanouit à Moreau et compagnie. Les premiers jours, elle se sentait comme une étrangère dans cet univers de verre et d'efficacité. Ses vêtements étaient simples, ses chaussures un peu usées, et certains collègues chuchotaient qu'elle avait été embauchée par pitié. Mais Sophie ne se laissait pas intimider. Elle arrivait tôt, partait tard, prenait des notes méticuleuses, posait des questions précises. Quand elle faisait une erreur, elle l'admettait, la corrigeait et ne la répétait jamais. Peu à peu, les regards changèrent. Un collègue lui demanda de l'aide sur une présentation. Une autre la remercia pour avoir organisé une réunion complexe. Sophie devenait indispensable. Fabrice, lui, observait en silence. Il ne la surveillait pas, mais il remarquait tout. La fois où Élise avait de la fièvre, et Sophie appela pour prévenir qu'elle serait en retard. Il lui envoya un message. « La famille d'abord, prenez votre temps. » Ou ce midi où elle sauta le déjeuner, trop occupée, et où il fit livrer un sandwich par erreur dans la salle de pause. Il s'assurait qu'elle ait toujours une place à la table des réunions, pas reléguée au fond. Sans un mot, il lui montrait qu'elle comptait. Un soir, alors que les lumières de Paris scintillaient à travers les fenêtres du bureau, Sophie terminait une présentation pour un client important. Ses yeux piquaient, ses doigts étaient raides, mais elle ressentait une satisfaction rare. Fabrice s'approcha, un café à la main. « Tu travailles plus dur que des gens ici depuis 10 ans, dit-il. Sophie sourit, un peu gênée. Puis, elle se confia. « J'étais en école de commerce à la Sorbonne. J'adorais ça. J'avais des plans, des stages prévus. Puis je suis tombée enceinte. Il est parti sans un mot. Mes parents ont dit que j'avais tout gâché, qu'ils avaient honte. Ils m'ont donné un choix. Abandonner le bébé ou partir. » Elle baissa les yeux. « J'ai choisi Élise. J'ai tout quitté. L'université, l'appartement, mes rêves. » Fabrice posa sa main sur la sienne, son regard doux mais ferme. « Moi, j'ai perdu mes parents à 10 ans, dans un accident. Pas de famille, pas de foyer stable. J'ai construit cette entreprise pour contrôler ma vie. Mais toi, Sophie, tu as choisi l'amour, malgré tout. C'est du courage, plus que je n'en ai jamais eu. » Ils restèrent silencieux, unis par une compréhension profonde, comme si leurs blessures se reconnaissaient. Les mois passèrent, et Sophie devint chef d'équipe. Ses collègues, autrefois distants, recherchaient son avis. Elle corrigeait les erreurs avec tact, proposait des solutions discrètes, et ses rapports étaient cités dans les réunions stratégiques. Élise, elle, devint une figure familière au bureau. Chaque vendredi après l'école maternelle, elle arrivait en trottinant, son sac à dos décoré d'autocollants en forme d'étoile. Elle s'installait sur le canapé du bureau de Fabrice avec ses crayons de couleur, l'appelant « patron » pour le taquiner. Fabrice annulait parfois sa dernière réunion pour l'emmener manger une glace au bord de la Seine. Ils avaient leur rituel. Elle lui gardait le dernier biscuit au déjeuner, il la portait sur ses épaules lors des pique-niques d'entreprise. Sophie voyait tout cela, et son cœur oscillait entre joie et crainte. Elle avait aimé en silence si longtemps, enfouissant ses espoirs sous les besoins du quotidien. Mais Fabrice était là, constant, protecteur, riant avec Élise, la regardant, elle,
avec une tendresse qui la désarmait. Un soir, après une longue journée, il finissait un projet dans le bureau de Fabrice. Élise, assise dans un coin, sirotait un jus de pomme en coloriant une licorne. Sophie et Fabrice riaient, complices, quand Élise leva les yeux. « Maman, dit-elle, je peux appeler tonton Fabrice papa? Il me porte, m'achète des glaces et il te fait sourire. » Le silence envahit la pièce. Sophie sentit son cœur s'arrêter. Pas de surprise, mais de certitude. Elle avait vu comment Fabrice regardait Élise, comme si elle était précieuse. Comment il parlait à Sophie, comme si elle méritait d'être là. Elle s'agenouilla près d'Élise. « Tu peux l'appeler comme tu veux, ma chérie. » Fabrice s'approcha, s'accroupit à leur niveau, ses yeux brillants. « Ce serait un honneur, » murmura-t-il, la voix tremblante. 1 an plus tard, au gala de Noël de Moreau et compagnie, la salle de bal près des Champs-Élysées scintillait de lumière dorée et verte. Les tables étaient drapées de velours, des guirlandes lumineuses scintillaient au plafond. Sophie, en robe bleu nuit, rayonnait d'une assurance nouvelle. Élise tournoyait dans une robe blanche, ses chaussures argentées brillant à chaque pas. Fabrice, en smoking, les observait. Un sourire doux sur les lèvres, loin de l'homme distant qu'il était autrefois. Il tapa sur un verre, et le silence se fit. « D'habitude, je parle chiffres et objectifs, » commença-t-il. « Mais ce soir, je veux parler de ce qui a changé ma vie. Il y a 1 an, une petite fille en robe rose est entrée dans ce hall avec un CV plus grand qu'elle. Elle m'a regardé dans les yeux, sans peur, et elle a apporté plus qu'un dossier. Elle a apporté de l'espoir, du courage et un nouveau départ. » Il se tourna vers Sophie et Élise, les serrant contre lui. « Merci d'être entré dans ma vie, exactement quand j'en avais besoin. » La salle éclata en applaudissements, les verres s'entrechoquèrent, et sous les lumières, ils formaient une famille, née d'un acte de bravoure. Une petite fille en robe rose, armée d'amour et d'un dossier, a marché dans un monde qui n'était pas fait pour elle et l'a transformée. La famille, ce n'est pas toujours d'où l'on vient, mais ce qui reste à nos côtés quand tout semble perdu. L'amour se trouve dans les endroits les plus inattendus. Un bureau vitré, une chambre d'hôpital, ou le cœur pur d'un enfant. Cette histoire vous a touché? Rejoignez Histoire des amoureux qui touchent l'âme pour d'autres récits vrais qui célèbrent la résilience, le courage et les miracles du quotidien. Abonnez-vous maintenant et gardez le cœur ouvert. La prochaine histoire pourrait transformer votre vie.